Quelque part sous les champs de la Saskatchewan, enfoui dans d'anciens fonds marins à 1 kilomètre sous le blé et le canola, se trouve un minéral auquel la plupart des Canadiens n'ont jamais pensé deux fois. Il est gris, il est salé, il n'a rien de glamour. Et pourtant, en ce moment même, il pourrait bien être l'atout de négociation le plus puissant que ce pays ait jamais détenu face à Washington. Ce minéral s'appelle la potasse. Et si vous suivez l'actualité concernant Donald Trump et le Canada ces derniers temps, vous avez sûrement vu son nom revenir encore et encore. Tarifs douaniers, menaces, ultimatums, échéances. Mais sous tout ce bruit autour des voitures, des produits laitiers et du bois d'œuvre, un affrontement plus discret se joue. Un affrontement qui pourrait frapper les tables des Américains plus durement que presque n'importe quel autre volet de cette guerre commerciale. Et pour une fois, le Canada n'est pas sur la défensive. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique. Qu'est-ce que la potasse, au juste? Revenons un instant en arrière, parce que pour comprendre pourquoi la potasse compte autant aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'elle est réellement. La potasse est un minéral riche en potassium, et c'est l'un des 3 nutriments essentiels, avec l'azote et le phosphore, qui entrent dans la composition des engrais. Sans elle, les rendements agricoles s'effondrent. Le maïs, le soja, le blé, l'ossature même de l'agriculture américaine dépendent tous d'un approvisionnement constant en potasse. Et voici la partie qui devrait faire redresser la tête à tout Canadien. Le Canada n'est pas simplement un fournisseur de potasse pour les États-Unis. Le Canada est, dans les faits, le fournisseur. La Saskatchewan, à elle seule, repose sur les plus grandes réserves de potasse de la planète. Plus d'1 milliard de tonnes, soit plus d'un tiers de l'offre mondiale connue. Les États-Unis, en comparaison, n'en détiennent qu'une fraction. Une erreur d'arrondi face à ce qui dort sous les prairies. Alors quand les agriculteurs américains ont besoin de potasse, ils n'ont pas une dizaine de pays où magasiner. L'US Geological Survey évalue à environ 80% la part de la potasse utilisée sur le sol américain qui provient du Canada. Certaines estimations vont encore plus haut. Ce n'est pas une matière première que Washington peut simplement remplacer d'un claquement de doigts en lançant une production domestique alternative. Fertiliser Canada, l'association qui représente les producteurs ici, a été sans détour sur ce point. Bâtir une production de potasse aux États-Unis à partir de zéro n'est pas un projet qui se réalise en quelques mois. C'est un projet d'une décennie, voire plus, nécessitant des investissements colossaux, sans aucune garantie d'égaler l'échelle ou l'efficacité de coût du Canada. Autrement dit, il n'y a pas de solution rapide. Il n'y a pas de plan B qui dort sur une étagère au Texas ou en Utah. Si la potasse cesse de couler du nord vers le sud, les agriculteurs américains le ressentent presque immédiatement, et ils le ressentent dans leur portefeuille. C'est la toile de fond sur laquelle tout ce drame s'est joué, et le trajet a été mouvementé. Un premier recul spectaculaire. Retournons à l'an dernier, quand la campagne tarifaire de Trump contre le Canada battait son plein. Acier, aluminium, énergie, automobile, rien ne semblait épargné, ou presque. À un moment donné, les tarifs sur les produits canadiens ont atteint des taux que la plupart des économistes du commerce n'avaient jamais vu appliqués à un allié aussi proche, de mémoire récente. Et pendant un temps, la potasse a été emportée dans cette vague, elle aussi. Lorsque les tarifs sont tombés, la potasse non conforme à l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, a d'abord été frappée d'un taux élevé avant que l'administration ne recule à 10%. Puis, en quelques semaines, Washington a de nouveau discrètement fait marche arrière, décidant que ce minéral relevait finalement des protections de l'ACEUM, et le tarif est tombé à zéro. Si vous n'avez pas bien saisi la vitesse de ce revirement, cela vaut la peine de s'y attarder. On parle ici du président des États-Unis, un homme qui a bâti toute sa marque politique sur le fait de ne jamais reculer, de ne jamais admettre une erreur de calcul. Et sur la potasse, il a plié en quelques jours à peine. Pas parce que le Canada menaçait de représailles sur les ondes, pas à cause d'un affrontement diplomatique spectaculaire. Cela s'est produit parce qu'au moment où les groupes agricoles américains ont compris ce qu'un tarif prolongé sur la potasse ferait au prix des engrais à l'approche de la saison des semis, la pression politique venue de l'intérieur même de sa base est devenue impossible à ignorer. Sénateurs des États agricoles, lobby du secteur, groupes de producteurs, ils ont fait du bruit et vite. En l'espace d'environ 48 heures après l'imposition initiale du tarif sur la potasse, le recul était déjà enclenché. Ce seul épisode révèle presque tout ce qu'il faut savoir sur le levier que détient le Canada. Ce n'est pas comme les quotas laitiers ou le bois d'œuvre, où le conflit peut s'étirer pendant des années à travers des tribunaux et des appels pendant que les deux camps encaissent le coup.
La potasse, c'est différent, parce que la douleur se manifeste directement dans le prix d'un sac d'engrais à la coopérative locale, et les agriculteurs américains remarquent ce genre de douleur rapidement, et ils votent. La guerre commerciale continue, mais la potasse reste intouchée. Ce premier recul n'a pas mis fin à l'histoire, il l'a simplement mise en pause. Parce qu'au fil de l'année 2026, la relation commerciale plus large entre Ottawa et Washington a continué de se détériorer. De nouvelles menaces tarifaires ont émergé. Un tarif de 35% sur un large éventail de produits canadiens est entré en vigueur au cours de l'été. Puis est venue la rumeur d'un 10% supplémentaire empilé par-dessus. Puis, en juillet, la Maison-Blanche a invoqué une disposition rarement utilisée, l'article 338 d'une loi tarifaire vieille de près d'un siècle, pour imposer des droits massifs de 50% sur une liste de produits canadiens allant du vin au bâton de hockey en passant par le ciment, l'administration accusant le Canada de pratiques commerciales discriminatoires dans les domaines de l'automobile, de l'alcool et des produits laitiers. Et pourtant, remarquez ce qui ne figurait pas sur cette liste: le pétrole, le gaz, les minéraux critiques et la potasse. Même dans la ronde de tarifs la plus agressive que l'administration Trump ait lancée contre le Canada de toute l'année, la potasse a continué d'être exemptée encore et encore. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Chaque fois que Washington a dressé une nouvelle liste punitive de tarifs visant le Canada, la potasse a fini par être exemptée, protégée ou discrètement retirée. Le schéma n'a rien de subtil une fois qu'on le voit clairement. Les négociateurs américains découvrent sans cesse que voilà une exportation canadienne qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de toucher. Le bras de fer le plus récent. Ce qui nous amène à l'affrontement plus récent, celui qui alimente les manchettes et, honnêtement, pas mal de contenu exagéré en ligne. Alors que de nouvelles échéances tarifaires approchaient à l'été 2026, les dirigeants provinciaux ici, au Canada, ont commencé à tenir un discours plus musclé que lors des rondes précédentes. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, jamais du genre à mâcher ses mots, a évoqué publiquement l'idée que le Canada pourrait utiliser sa domination sur l'approvisionnement en potasse comme levier, signalant essentiellement que si Washington voulait continuer d'escalader, le Canada avait une carte à jouer capable de blesser l'agriculture américaine d'une façon que les tarifs sur les produits canadiens ne pourraient jamais reproduire en sens inverse. C'était un rappel pointu, livré sans détour, que cette relation n'est pas à sens unique en matière de levier. Maintenant, soyons honnêtes sur un point. Beaucoup de contenu viral qui circule, présentant tout cela comme une sorte de confrontation nette et décisive où le Canada rejette les demandes de Trump, relève de la simplification excessive, et dans certains cas, carrément de l'invention pour générer des clics. La réalité est plus complexe et, à bien des égards, plus intéressante. Ce n'est pas un moment dramatique unique où un ministre aurait claqué un dossier et quitté la salle. C'est un jeu qui s'étire sur des mois, fait de menaces tarifaires, d'exemptions, de reculs, de nouvelles menaces, avec la potasse au centre, comme le seul produit qui force Washington à cligner des yeux en premier. Pourquoi la potasse gagne à chaque fois? Alors pourquoi la potasse continue-t-elle de l'emporter dans ce bras de fer, alors que tant d'autres secteurs canadiens ont encaissé de vrais coups douloureux? Une partie de la réponse est purement économique. L'engrais n'est pas un bien de luxe, qu'on peut simplement substituer ou dont on peut se passer une saison. Il entre dans le sol des mois avant la récolte. Et si les agriculteurs n'y ont pas accès, ou si le prix explose à cause d'un tarif, les effets se répercutent dans toute l'économie agricole. Coût d'intrants plus élevés, marges plus minces, et finalement des prix d'épicerie plus élevés pour les consommateurs américains, les mêmes électeurs qui ressentent chaque tarif à la caisse. Des dirigeants de grands producteurs d'engrais ayant des activités canadiennes ont dit clairement que si des coûts tarifaires sont imposés, ils sont refilés directement aux clients, c'est-à-dire aux agriculteurs américains, et non aux entreprises canadiennes, qui finissent par payer la note. Ce n'est pas un message qui passe bien dans le pays agricole. Et le pays agricole pèse lourd politiquement à Washington, particulièrement pour une administration qui a investi énormément d'énergie à courtiser les électeurs agricoles, leur offrant des milliards en aide pour compenser les dégâts causés par sa propre politique commerciale. Il y a aussi la question du déséquilibre criant de l'offre. Pour le pétrole, pour le gaz naturel, pour le bois d'œuvre, les États-Unis disposent au moins d'une production domestique sur laquelle s'appuyer, même si elle est plus coûteuse ou plus lente à développer. Pour la potasse, l'écart est presque absurde. Les mines américaines produisent une infime fraction de ce que le pays consomme en une seule année, tandis que la production canadienne la surpasse plusieurs fois. Quand Fertilizer Canada a présenté la version brute de ces chiffres, les agriculteurs américains utilisant des millions de tonnes de potasse chaque année, tandis que la production domestique américaine ne couvre qu'une infime partie de ce besoin. Ce n'était pas de la propagande. C'était simplement de l'arithmétique, une réalité que tout négociateur commercial, aussi agressif soit-il, finit par devoir affronter. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, où cela nous mène-t-il à l'approche des prochaines échéances?
La réponse honnête, c'est que la situation demeure irrésolue et tendue. Le gouvernement du Premier ministre Mark Carney a poursuivi les discussions avec Washington. Même si de nouvelles échéances tarifaires sont venues et reparties, les deux camps affichant publiquement une volonté de continuer à négocier plutôt que de laisser la relation se rompre complètement. Mais sous le langage diplomatique, la question de la potasse plane sur chaque conversation comme une carte chargée. Personne ne veut être le premier à la jouer. Le Canada n'a pas coupé ses exportations de potasse. Personne de sérieux ne suggère qu'un embargo est imminent. Mais le fait que des dirigeants provinciaux acceptent d'évoquer cette option publiquement à la caméra marque un vrai changement de ton pour un pays qui a passé la majeure partie de cette guerre commerciale à encaisser des coups plutôt qu'à menacer d'emporter un lui-même. Et ce changement compte, parce que pendant une longue période de ce conflit commercial, le récit venu du sud de la frontière voulait que le Canada n'ait aucun véritable levier, qu'Ottawa serait éventuellement forcé de céder sur les produits laitiers, sur les taxes numériques, sur peu importe l'exigence du mois, simplement parce que le marché américain est trop important pour se permettre de le perdre. La potasse complique ce récit. C'est la preuve qu'il existe au moins un endroit où la dépendance va dans l'autre sens, où c'est Washington qui ne peut pas se permettre un bras de fer prolongé, pas Ottawa. Ce que cela signifie au-delà des chiffres. Pour les Canadiens ordinaires, toute cette saga mérite d'être comprise pour plusieurs raisons, au-delà de la simple fierté nationale. D'abord, c'est un rappel authentique que le levier économique de ce pays ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Ce n'est pas tape à l'œil, ce n'est pas de la technologie, ce n'est pas quelque chose dont on parle longuement à Bay Street. C'est un minéral extrait du sol en Saskatchewan, transporté par train et expédié vers le sud. Et il se trouve que c'est quelque chose sans quoi la plus grande économie du monde ne peut fonctionner, dans les quantités dont elle a besoin. Ensuite, c'est une étude de cas sur la façon dont les négociations commerciales fonctionnent réellement, derrière les gros titres. Ce n'est pas une victoire nette, ni une défaite nette. C'est un va-et-vient constant de menaces, d'exemptions, de reculs et de recalculs discrets, qui s'étire sur la majeure partie d'une année, façonné autant par les lobbies agricoles américains faisant pression sur leur propre gouvernement que par tout ce qu'Ottawa dit publiquement. Et troisièmement, et c'est peut-être la partie la plus importante, cela révèle quelque chose sur ce qui se passe quand un pays détient réellement une carte dont l'autre camp a besoin. Pendant la majeure partie de cette guerre commerciale, le Canada s'est retrouvé du côté récepteur des tarifs sur les voitures, l'acier, le bois d'œuvre, les exigences d'accès aux produits laitiers, encaissant coup après coup en tentant de négocier depuis une position souvent plus faible qu'elle ne devrait l'être, compte tenu de la taille et de l'intégration des deux économies. La potasse renverse ce scénario, même si ce n'est que dans un coin étroit mais critique de la relation. C'est un rappel que la dépendance va dans les deux sens, de part et d'autre de cette frontière, que cela soit reconnu ou non à voix haute à Washington. Et la suite. Rien de tout cela ne signifie que la relation commerciale plus large se dirige vers des eaux calmes. Loin de là. Les dossiers de l'automobile, des produits laitiers, du bois d'œuvre, de la politique numérique, de l'alcool restent bien vivants, et les tarifs de 50% imposés, en vertu de cet article 338 rarement utilisé, doivent toujours entrer en vigueur, à moins que les négociations ne produisent quelque chose de différent avant leur échéance. Le gouvernement Carney a dit vouloir intensifier les discussions dans les semaines à venir, et Washington a signalé la même chose, du moins publiquement. Est-ce que cela débouchera sur une véritable entente durable ou simplement sur une nouvelle trêve temporaire avant le prochain point de tension? C'est une question réellement ouverte, et quiconque prétend savoir avec certitude comment cela se terminera fait des suppositions, pas du reportage. Mais, sur la potasse en particulier, le schéma jusqu'à maintenant a été remarquablement constant. La menacer et voir le contre-coup monter presque du jour au lendemain. L'imposer et voir le recul se produire en quelques jours. L'exempter discrètement, encore et encore, même pendant que d'autres secteurs encaissent des coups directs. Ce n'est pas de la faiblesse de la part du Canada. C'est même, au contraire, l'un des exemples les plus clairs de tout ce conflit commercial où le Canada détient un véritable pouvoir économique tangible. Pas un pouvoir hypothétique. Pas le genre de pouvoir qui sonne bien dans un communiqué de presse, mais le genre qui se manifeste dans le prix d'un sac d'engrais dans une ferme de l'Iowa, dans la boîte de réception politique d'un sénateur d'un État agricole, et finalement dans les proclamations tarifaires qui continuent, discrètement, d'exclure la potasse de la liste. Ce que représente vraiment cette potasse. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un champ de canola en Saskatchewan, ou que vous verrez un train de potasse rouler à travers les prairies en direction du sud, cela vaut la peine de se rappeler ce que cette cargaison représente réellement. Ce n'est pas simplement une exportation, c'est un levier.
C'est la preuve que, dans une relation commerciale où le Canada s'est souvent senti comme le plus petit joueur, forcé de réagir aux décisions prises à Washington, il existe au moins un endroit où les rôles sont inversés, où c'est le président des États-Unis qui a appris, encore et encore, à ne pas trop pousser sur cette exportation canadienne en particulier. Parce que ceux qui finissent par en payer le prix ne sont pas à Ottawa. Ils sont dans le cœur agricole américain, et ils ne sont pas timides pour faire connaître leurs frustrations. Pourquoi tant de confusion circule en ligne? Il vaut aussi la peine de prendre du recul et de se demander pourquoi autant de contenus confus et à moitié vrais sur ce sujet continuent de circuler en ligne. Si vous êtes tombé sur des vidéos ou des publications annonçant essoufflées que le Canada a rejeté une liste précise des demandes de Trump du jour au lendemain, vous n'imaginez rien. Ce cadrage est partout depuis plusieurs mois. Une partie de ce contenu s'appuie sur de vrais événements, dramatisés pour générer des clics. Une autre partie mélange des histoires distinctes. Potasse, uranium, minéraux critiques, tarifs automobiles, accès aux produits de laitiers, en un seul récit soigné et satisfaisant où le Canada tiendrait tête à Washington en un seul moment décisif. La vérité est moins cinématographique, mais sans doute plus impressionnante. Ce n'est pas un seul moment. C'est toute une année où Ottawa et les provinces refusent tranquillement de plier, entente après entente, ronde tarifaire après ronde tarifaire, sans jamais avoir besoin d'une seule conférence de presse dramatique pour le prouver. Pensez au nombre de fois où ce même schéma s'est répété depuis le retour de Trump au pouvoir. Des tarifs sur l'acier et l'aluminium suivis de représailles canadiennes, suivis d'un recul partiel. Un tarif général de 25% suivi d'exemptions pour les produits conformes à l'ACEUM, couvrant la grande majorité du commerce transfrontalier. Un doublement menacé des droits sur l'acier et l'aluminium, à 50%, annoncé le matin et discrètement abandonné le même après-midi, après que le Canada eut signalé qu'il répliquerait de la même façon. Un tarif de 35% qui, lui, est bel et bien entré en vigueur, suivi de rumeurs d'un 10% supplémentaire empilé par-dessus, suivi de mois de négociations qui n'ont produit ni résolution complète, ni effondrement complet. Et maintenant, un tarif de 50% sur une liste ciblée de produits, vin, bâtons de hockey, ciment, excluant explicitement le pétrole, le gaz, les minéraux critiques et la potasse. Parce que même les avocats commerciaux de l'administration comprennent quelles exportations canadiennes n'ont tout simplement aucun substitut au sud de la frontière. La leçon à retenir. Si on prend suffisamment de recul, le fil conducteur devient évident. Partout où le Canada détient un véritable levier structurel, l'énergie qui garde les lumières allumées dans le nord des États-Unis, les minéraux critiques qui alimentent l'industrie manufacturière américaine, et surtout la potasse qui maintient la productivité des fermes américaines, les tarifs finissent par être retirés, exemptés ou discrètement abandonnés. Partout où le Canada ne détient pas ce genre de levier, les tarifs ont tendance à rester et à rester durement. C'est exactement pourquoi des secteurs comme l'automobile, l'acier et l'aluminium ont encaissé une raclée aussi soutenue depuis 1 an et demi. La potasse n'est pas une histoire isolée et réconfortante. C'est l'illustration la plus claire d'une vérité bien plus vaste sur toute cette relation commerciale. C'est le levier, pas la bonne volonté, qui détermine qui cligne des yeux en premier, une dimension humaine. Il y a aussi une dimension humaine à tout cela, une dimension qui apparaît rarement dans les suivis tarifaires et les briefings politiques. En Saskatchewan, la potasse n'est pas une statistique commerciale abstraite. Ce sont des mines, des lignes ferroviaires, des dizaines de milliers d'emplois directement et indirectement liés à une industrie devenue, discrètement, l'une des plus stratégiquement importantes du pays tout entier. Les communautés bâties autour de la production de potasse ont passé la majeure partie de 2 années à regarder ce drame se dérouler aux premières loges, sachant que chaque annonce tarifaire venue de Washington portait le potentiel de bouleverser leur économie locale du jour au lendemain. Le fait que chaque menace, jusqu'à maintenant, ait été retirée ou exemptée, n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les statisticiens du commerce. C'est de la sécurité d'emploi, des paiements hypothécaires et une stabilité économique de petites villes pour de vraies personnes qu'on ne mentionne habituellement pas quand cette histoire est racontée comme une bataille de personnalités politiques entre Ottawa et Washington. Et du côté américain, les enjeux sont tout aussi réels, même si la dynamique politique est différente. Les agriculteurs de l'Iowa, du Nebraska, du Kansas et de tout le Midwest ne sont pas des arguments abstraits dans ce combat non plus. Ce sont eux qui absorberaient presque immédiatement des coûts d'intrants plus élevés si des tarifs sur la potasse tenaient plus de quelques jours. Bon nombre d'entre eux sont les mêmes électeurs que l'administration actuelle a investi énormément de capital politique à courtiser, ce qui explique précisément pourquoi les législateurs des États agricoles ont été si rapides, si constants à faire reculer chaque fois qu'un tarif sur la potasse est évoqué.
Ce n'est pas que Washington développe soudainement une profonde sympathie pour les intérêts miniers canadiens. C'est que nuire aux producteurs canadiens de potasse s'avère presque impossible sans d'abord nuire aux agriculteurs américains. Et cette arithmétique ne change pas, peu importe l'administration qui négocie. Ce qu'il faut surveiller. Alors, où cela mène-t-il l'histoire à partir de maintenant? Surveiller de près les semaines à venir, parce que le schéma qui tient depuis plus d'un an va de nouveau être mis à l'épreuve, alors que la dernière ronde de tarifs de 50% approche de sa date d'entrée en vigueur, et que les négociateurs des deux camps s'activent pour trouver quelque chose qui ressemble à un arrangement durable. Est-ce que la potasse continuera d'obtenir l'exemption qu'elle a méritée à chaque ronde précédente? Presque certainement, si le schéma se maintient. Mais les guerres commerciales ont l'habitude de produire des surprises précisément quand tout le monde croit avoir compris les règles. Ce qui est beaucoup moins incertain, c'est la réalité sous-jacente que cette saga entière a démontrée encore et encore. Le Canada détient quelque chose que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas remplacer dans un délai raisonnable. Et chaque tentative de tester ce levier jusqu'à maintenant s'est terminée de la même façon, avec Washington qui recule, une exemption tarifaire à la fois. C'est ça, la vraie histoire derrière le bruit. Pas un rejet spectaculaire et unique d'une liste de demandes, mais une démonstration lente et répétée, tarif après tarif, recul après recul, que lorsqu'il s'agit de potasse, le Canada n'est pas seulement un fournisseur, le Canada, c'est le levier. Et tant que l'agriculture américaine dépendra de ce qui sort du sol en Saskatchewan, cela ne risque pas de changer de sitôt, peu importe comment se déroulera la prochaine ronde de négociations. Gardez un œil sur les échéances qui approchent. Gardez un œil sur ce que Washington décidera finalement pour l'ensemble du paquet tarifaire. Et gardez un œil sur la question de savoir si la potasse continuera d'obtenir l'exemption qu'elle a méritée à chaque fois jusqu'à maintenant. Parce que s'il y a une chose que toute cette saga a prouvé, c'est que parfois, la chose la plus puissante qu'un pays puisse détenir n'est pas une industrie tape à l'œil ou un produit qui fait les manchettes. C'est un minéral gris que la plupart des gens ne remarquent jamais, dormant tranquillement sous les prairies, et qui vaut, en termes de levier, plus que presque tout ce que le Canada envoie de l'autre côté de cette frontière.